bonjour. Énorme morceau aujourd'hui sur la chaîne avec la finale de Wimbledon 2008 entre Roger Federer et Rafael Nadal. J'ai la patate, j'ai la banane, je suis extrêmement heureux de vous parler de cette rencontre. C'est une des rencontres qui m'a le plus marqué dans ma vie de fan de tennis. Vraiment, il y a un avant et un après, très certainement dans mon appréciation de ce sport. On va en parler en longueur, pas de jump cut, pas de phrases prononcées le plus rapidement possible comme je peux faire sur les digests notamment. On va prendre le temps, on va se poser parce que c'est vraiment un match essentiel pour moi et je pense aussi pour vous, certains d'entre vous certainement. Peut-être pas les plus jeunes d'ailleurs, on va y revenir. On va commencer par un peu de contexte personnel comme d'habitude et on va débuter avec Roger Federer. Il vient tout juste d'accomplir 4 saisons phénoménales, 323 victoires, 27 défaites et surtout une saison 2005 pour la légende, 84 victoires, 4 défaites, la deuxième meilleure saison pour un homme après celle de John McEnroe en 1984. Il est au-dessus de la mêlée, c'est un génie du jeu. Il est comparé à cette époque comme, allez, c'est le Michael Jordan du tennis, c'est le Muhammad Ali également du tennis. Je me souviens à cette époque, il y a Zinedine Zidane, vous vous souvenez ce match contre le Brésil pendant la Coupe du Monde de 2006, et il y a Roger Federer, c'est un plaisir absolument immense de le regarder, au niveau du footwork, au niveau du jeu agressif, du jeu vers l'avant, sa capacité à envoyer des belles volées aussi, même si ça va disparaître au fur et à mesure, et ça va être un point essentiel également de cette finale de Wimbledon 2008, c'est un joueur qui est merveilleux, et je pense que pour beaucoup d'entre vous qui sont peut-être un petit peu plus jeunes, qui n'ont pas encore 20 ans, mettons, eh bien pour vous Roger c'est un gars qui a toujours un peu 30 ans, 35 ans, c'est certaines personnes parlent de lui comme du légende du jeu, mais vous avez jamais vraiment vu son prime, son pic Roger Federer, qui est vraiment entre 2004 et 2007. Roger attaque la saison 2008 avec déjà 12 grands chelems dans son escarcelle, donc vous imaginez, entre Wimbledon 2003 et l'US Open 2007, il a remporté 12 grands chelems sur cette fenêtre de tir, donc il est déjà l'égal de Roy Emerson, il a dépassé Björn Borg qui s'est arrêté à 11 grands chelems, et il est à 2 unités simplement de Pete Sampras, son modèle, l'un de ses modèles à l'époque avec Stefan Edberg, et puis 2008, c'est le début de la saison, ça va un petit peu caler, c'est-à-dire qu'il va avoir une mononucléose pendant l'intersaison et ses résultats vont en pâtir. Il va avoir beaucoup de difficultés sur, allez, on va dire l'hiver, le début de printemps 2008 et ensuite, au fur et à mesure, il va réussir à récupérer un peu son énergie et sa qualité tennistique et notamment sur gazon après une défaite traumatisante en finale de Roland-Garros 2008 contre Rafael Nadal. On va en reparler en longueur dans cette vidéo. Il va remporter à il va être à 65 victoires consécutives sur gazon, invaincu depuis 2003, donc c'est le maître, c'est le boss sur cette surface. À l'époque, il est considéré comme, allez, il est top 3 gazon avec Sampras et avec Björn Borg, il est en tout cas dans cette discussion pour être le plus grand joueur de l'histoire sur gazon, et il vise à Wimbledon cette année-là un 6e titre consécutif. Malheureusement pour Roger Federer, cette ultra-domination va avoir un problème secondaire très très fort sur la suite de sa carrière, c'est-à-dire qu'entre 2003 et 2007, ses adversaires principaux c'est du Hewitt, c'est du Nalbandian, c'est du James Blake, c'est du Andy Roddick, mais il n'y a pas des joueurs du calibre d'un prime Nadal ou d'un prime Novak Djokovic, même si en fait Nadal, quand vous regardez, dès le début, il va lui poser des difficultés sur dur, sur terre battue aussi surtout bien sûr, et aussi sur gazon, la finale de Wimbledon 2007, on s'en souvient pas parce qu'elle est un peu occultée par la finale de Wimbledon 2008, mais c'est une finale qui est absolument magistrale, et en fait, Nadal est déjà très proche de remporter Wimbledon cette année-là. Mais le problème avec Roger, c'est que ces adversaires-là, qui sont à sa main, qui sont trop faible par rapport à son niveau qui est cosmique à l'époque, c'est qu'il va les jouer à leur propre jeu, c'est-à-dire il va regarder Hewitt, il va lui dire t'es quoi, t'es un baseliner, eh bien je vais te prendre sur la baseline, je vais jouer comme toi mais en mieux. Tu fais du service volé, je vais faire du service volé aussi, pareil comme toi mais en mieux. En fait, chez ce Roger là, chez ce pic Roger, il y a un ego surdimensionné et il veut battre les joueurs en face à leur propre jeu, quitte en fait à se désavouer un petit peu. Roger, il est mu par une certitude à cette époque, c'est-à-dire que s'il joue son meilleur tennis, offensif, agressif, il bat tout le monde à coup sûr, sauf à quelques rares exceptions près, bien sûr, Rafael Nadal notamment, qui lui pose des difficultés dès le début de leur carrière. Mais si on regarde, Roger, il a jamais vraiment dû
s'adapter tactiquement. C'est un joueur qui joue à l'instinct sa partition, c'est un artiste, Roger Federer. Quand on regarde du Nadal, quand on regarde du Novak également sur la décennie 2010-2020, c'est des joueurs qui réfléchissent, ce sont des architectes sur un court de tennis. Roger c'est pas ça, Roger c'est un joueur qui joue à l'instinct total, et cette approche un peu classique du tennis, un peu à la Pete Sampras, à la Rod Laver, à la John McEnroe, c'est-à-dire que tu joues le tennis comme un jeu, bah ça va lui poser des difficultés sur la suite de sa carrière, et notamment sur cette finale de Wimbledon 2008, où on va le voir, Rafael Nadal va lui poser un défi sur la baseline, Roger Federer va l'accepter dans un premier temps, et il va avoir de grandes difficultés à l'assumer. On a également dans cette rencontre, bien sûr, le fantôme de la finale de Roland-Garros 2008, où, on le sait, Rafael Nadal a complètement détruit, brisé Roger Federer, qui va limite abandonner dans le troisième set, qui va se dire « je peux rien faire contre un monstre pareil, je laisse tomber ». Et donc on se rend compte que, à l'edge mental, il est nettement du côté de Rafael Nadal quand ils arrivent sur le court, à ce moment-là, sur la finale de Wimbledon 2008, et c'est un match-up aussi Federer-Nadal, Fedal. Alors là, c'est vraiment, je parle à titre personnel, hein, mais c'est certainement mon match-up préféré de l'histoire du tennis, avec Borg-McEnroe, que vraiment j'ai vraiment une sensibilité très particulière pour ce match-up, mais Fedal, pour moi, c'est la crème de la crème, quoi. C'est-à-dire qu'on a deux joueurs qui jouent au tennis d'une manière si différente. Il y a un mec en face, un Indien avec un bandeau qui envoie des mines dans tous les sens, campé sur la ligne, et l'autre qui tente des coups, qui slice, qui fait du chip and charge, qui avance, qui articule tout avec son service et son coup droit, qui est flamboyant. Donc on a des telles différences entre les deux que on peut se demander en fait, mais est-ce que c'est vraiment le même sport qu'ils pratiquent? Comment est-ce qu'on peut avoir un sport, le tennis, et deux façons si diamétralement opposées de le pratiquer, tout en ayant de superbes résultats? Et c'est ça la beauté du tennis. Pour moi en tout cas, ce sont les contrastes, ce sont les oppositions de style, c'est des joueurs qui font des choses très différentes, Agassi-Rafter, Agassi-Sampras, Borg-McEnroe, Federer-Nadal. Quand je vois par exemple du Nadal-Djokovic, il y a eu des matchs mythiques, hein, la finale de l'Open Australie 2012, elle est monumentale, je dis pas le contraire, mais ce sont deux joueurs qui jouent un peu d'une façon miroir, ou Djokovic-Murray, c'est encore pire. C'est-à-dire que le tennis pratiqué, il est fantastique, attention, on a des points de mutant, mais on n'a pas cette opposition de style qui, moi, me ravit dans ce sport. Ça devient d'ailleurs les Fedal à cette époque un véritable classico. C'est la 6e finale consécutive entre Roland-Garros et Wimbledon entre les deux hommes. Rafa a remporté les 3 Roland-Garros, Roger a remporté les 2 Wimbledon, et là on est sur cette 6e finale. Et puis parlons de Rafa un peu. Parlons de ce Rafa-là, c'est-à-dire 22 ans à l'époque, physiquement, le bandeau, le charisme qu'il a, son attitude sur un court, mais c'est complètement lunaire, quoi. C'est complètement lunaire. La précocité du gamin, du gosse, c'est n'importe quoi. Comparez maintenant, comparez les Zverev à 22 ans, comparez les Medvedev à 22 ans, comparez toute cette jeune génération à 22 ans. Et regardez Rafa, regardez Rafa. Vous mettez Rafa à n'importe quelle époque du tennis, mais mettez Rafa là maintenant, au début 2020. Ce Rafa-là, le Rafa qui court dans tous les sens, qui se déplace à la vitesse de la lumière, qui défend comme un bison, qui envoie des marmites, des soucoupes volantes en coup droit. Alors son service c'est pas forcément trop ça, son sens tactique est pas encore très bien développé, hein. On sent que c'est encore un joueur qui essaye de passer en force, même si franchement ça passe vraiment très bien en force. Et puis je me dis, imaginez à l'époque des réseaux sociaux, Rafa là, le Rafa de 2008, non mais je sais pas, franchement, je suis très heureux d'avoir vécu ça à l'époque. J'ai revu le match hein, bien sûr pour les besoins de cette vidéo, mais quel phénomène, quel monstre ce Rafa Nadal, quel monstre. L'une des grosses discussions également de cette rencontre, c'est les fans de Federer qui vont te dire « Ouais, mais Roger, la mononucléose, il était après son prime, etc. » Arrêtez. Arrêtez. Regardez le match. Arrêtez. Début du match, clairement, il a emprunté. Il y a la finale de Roland-Garros 2008 qui est encore dans sa tête. Il est timoré, il va pas vraiment vers l'avant, il n'y a pas beaucoup de services volés, il n'y en a qu'un seul dans le premier set. Il joue avec le frein à main, c'est sûr. Mais son niveau de jeu sur la suite de la rencontre, c'est énorme. Il est encore dans son prime. Alors, évidemment, il y a le début de saison 2008 qui casse un peu la dynamique, mais pour moi son prime c'est 2004-2009 avec une période de pic où il est entre 2004 et 2007 où là vraiment il est injouable. La mono elle va clairement poser une difficulté et elle va avoir une petite cassure hein, dans son prime. Mais le joueur il reste phénoménal. Et puis une info qui est tombée très récemment, c'est que Rafa a admis avoir eu le pied totalement anesthésié. Hein. Il a dû faire une injection, un antidouleur pour complètement bloquer, masquer la douleur sur son pied. Et ça il l'a avoué très récemment. Hein. L'année dernière il a dit j'ai joué la finale de Wimbledon 2008. J'étais blessé, je l'ai joué dans des conditions où je pouvais plus sentir mon pied, et j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu des interruptions de pluie, et cette injection, elle a réussi à me faire tenir pendant tout le match, mais j'ai joué le match avec une douleur, donc si jamais, allez on va accepter le fait que Roger ait peut-être encore un peu un bout de mononucléose en juillet 2008,
mais bon, quand même, faut pas pousser. Rafa, de son côté, il était un peu gêné, en tout cas, il était blessé, voilà. Dernier point, sinon, hein, dans ce contexte personnel, c'est mon approche, mon appréciation de Nadal à l'époque, parce que quand vous revoyez le match 14 ans après, bah, bien sûr, vous avez une autre vision, vous savez que Rafa, il a remporté 21 majeurs, vous avez cette époque 2017-2018, entre les deux, où Roger arrive à revenir avec son tamis plus grand, et qui fait un Open Australie 2017 phénoménal, qui vient un peu venger l'Open Australie 2009, mais on n'a pas ça à l'époque, on n'a pas ce contexte-là. Et à l'époque, je me souviens, j'étais plus pour Roger en début de match. J'avais plus envie que Roger aille remporter ce 6e titre. Et puis, au fur et à mesure de la rencontre, c'est vraiment la rencontre qui m'a fait dire « Putain, Rafa, le niveau de jeu, Rafa, la combativité, y a tous les éléments qui sont contre lui, dans le 3e, dans le 4e, début du 5e, tu te dis, il va finir par lâcher à un moment donné. Et non, il reste au contact, il se bat, il y a une énergie vitale chez ce mec, il y a une force mentale, il y a quelque chose d'unique aussi chez lui. Donc, la confrontation des deux, le génie de Roger Federer, la combativité hallucinante de Rafa Nadal, bah ça donne ce match mythique. Et ce match mythique, comme je vous l'ai présenté, il va commencer avec 30 minutes de retard à cause de la pluie, et on va voir très rapidement que Roger Federer est acculé, emprunté. Sa stratégie, elle est trop passive hein, au début. Il va retrouver des couleurs quand il va mettre plus d'agressivité dans son service, dans son coup droit, qui va essayer d'aller à la volée, notamment au début de la 2e manche. Mais sinon, on voit hein, dans le premier set, Rafa qui est en contrôle, qui va appuyer, c'est la stratégie classique hein, sur terre battue, qui va réemployer sur gazon à cette époque. Donc il va appuyer sur le revers de Roger, il va le contrôler sur la baseline, et Roger qui va malheureusement accepter ce défi tout en étant un petit peu trop timoré. Donc on le voit, hein, Rafa, dès le début de la rencontre, il va attaquer pied au plancher avec cette envie d'aller enfoncer, creuser le revers de Roger Federer. Donc vous voyez ici, hein, il va complètement le déboîter, et également l'énorme menace dans cette séquence en coup droit de Nadal. Federer qui fait l'erreur, qui commet l'erreur dans le premier set de l'affronter sur la baseline. Toujours dans cette première partie de la rencontre, on est dans la 2e manche et on voit Federer qui se débloque en début de set avec une agression retrouvée. Il va mener 4-1, il va y avoir un break en début de 2e manche et ensuite un débreak de Rafa avec notamment cet énorme passing en coup droit. Autre séquence, le marteau pilon sur le revers de Rafa, on le voit, hein. Il y a le vent qui se lève de plus en plus dans le 2e, ça n'empêche pas la stratégie de Rafa assumer d'acculer Roger sur son revers. Roger qui va retrouver une certaine passivité malheureusement sur la fin de la 2e manche, qui va le payer, et on voit aussi, hein, ça a été une finale qui a été jouée avec pas mal de vent. Alors c'était pas au niveau de la demi-finale de Roland Garros 2019 où là clairement ça a été joué dans un tourbillon, mais on voit hein, que Rafa est gêné, et même si Roger a une occasion de revenir sur cette fin de 2e manche, ben, ça va être du Rafael Nadal caricatural, c'est-à-dire énorme en défense. On bascule désormais au début du 3e set, donc Roger qui est clairement dans les cordes, et là on voit un Rafa qui lui va être dans les cordes avec un problème au genou. Il va avoir un changement de direction, ça c'est du classique hein, sur gazon, vous glissez un tout petit peu dans cette zone, surtout en fin de tournoi hein, qui est plus que de la terre, donc vous glissez très facilement, et là on a un peu peur hein, pour Rafa, on se dit oulala le genou, attention. Sur ce début de 3e manche également, on voit Roger qui va avoir de grandes difficultés hein, sur les balles de break. Au total sur la rencontre il a 1 sur 13 simplement, 6 balles de break sur le début de cette 3e manche, 2 manquées ici sur un jeu à 2-1, 4 autres à 3-2, avec 2 fois en plus une 2e balle de Nadal, donc il y a moyen de faire quelque chose, mais il va complètement foirer ses revers. Il va y avoir un passing de Rafa, également un slice défensif raté, et Rafa va réussir à rester au contact. Bon, tu vas pas non plus jouer comme ça dans ton jardin pendant des heures et accepter le fait que tu rates tous les points importants sans t'énerver. Donc on voit Roger qui commence à péter un câble à ce moment-là, et on a le moment fort de cette première phase de la rencontre. On est à 3 partout dans la 3e manche, 3 balles de break pour Rafa. On va avoir 3 fautes directes et 2 retours simples ratés. Rafa qui va voir la ligne d'arrivée à ce moment-là, qui va choke, hein. Il va l'admettre d'ailleurs après, il va dire bah ouais, je me voyais déjà remporter mon premier Wimbledon, le tournoi dont je rêvais quand j'étais gosse, encore plus que Roland Garros. Roger qui va réussir à tenir bon gré mal gré jusqu'à 5-4, interruption pluie à ce moment-là, un appel des cieux, les dieux du tennis qui ont décidé d'avoir une petite pause à ce moment-là, et Mirka Vavrinek, la femme de Roger, qui va lui parler, qui va lui dire t'es Roger là, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de te faire bouffer dans ton jardin, réveille-toi. Et ça va métamorphoser Roger Federer sur la 2e partie de la rencontre. À la reprise, on sent une évolution nette hein, de la part de Roger Federer, plus agressif, un meilleur service aussi, hein. C'est vraiment avec son service qui fait des différences, qui réussit à rester au contact, et surtout qui réussit à remporter ce tie-break de la 3e manche au début du 4e. Qu'est-ce que ça joue bien, ça joue le feu au début de ce set. Un set sans embrouille jusqu'à 5-4 dans la 4e manche justement. On voit ici un passing lunaire de Rafa Nadal. On se retrouve à 0-30, Nadal à 5-4, et Federer
Federer va réussir à réactiver son coup droit, son agressivité, alors qu'il était à 2 points de la défaite. La résistance incroyable de Roger Federer va connaître un point culminant dans le tie-break de la 4e manche, un tie-break mythique, moins mythique certainement que celui entre Borg et McEnroe à Wimbledon, mais quand même un premier point, vous le voyez, hein, qui va mettre le ton sur ce tie-break de la 4e manche. On va avoir ensuite Nadal à 5-2, 2 services à suivre pour remporter le tournoi. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, une double faute pour commencer, donc il va y avoir 5-3, et là le verre est dans le fruit. Rafa qui va encore une fois voir la ligne d'arrivée, qui va bloquer mentalement, et qui va laisser revenir Roger Federer, qui lui aussi va se battre, il va rester au contact bien sûr, et on va avoir surtout une fin de tie-break absolument monumentale. 7-6 dans le tie-break, Rafael Nadal, première balle de match, sauvé par un service gagnant de Roger Federer. Et là on arrive au moment ultime de cette partie, le double passing légendaire, les 2 passings peut-être les plus importants, les plus légendaires, les plus iconiques de l'histoire du tennis, à 7 partout, le passing monstrueux de Rafa en bout de raquette, en coup droit, un passing classique pour lui, hein, il l'aura fait plusieurs fois ensuite dans sa carrière, et on a le passing titanesque de Roger Federer, 2e balle de match pour Rafa Nadal, 7-8 sur son revers, et ça a été un immense coup de massue pour Rafa. On l'écoute justement, Rafa qui nous explique que ça a été très difficile de se relever de ça. Creo que el más duro de mi carrera fue la final de Wimbledon. Es decir, el más duro de mi carrera, el que me viene más a la cabeza fue el passing de revés que me pega Federer en el cuarto set para ganar el partido. Yo era match pelota de partido en el tiebreak. Saco abierto, el resto un cortado de medio pelo en medio de la pista, y aparte yo la bola que tengo mejor normalmente, ¿no? La que me viene un poquito cortada, más o menos a media altura con mi drive, y yo, claro, para mí en aquel momento ganar Wimbledon era, bueno, siempre, ¿no? Lo sería ahora también, ¿no? Pero en la primera vez venía de perder 2 finales, era la bomba, ¿no? Y era mi gran sueño. Cuando estoy pegando a la derecha, cosa que no me ha ocurrido nunca, estaba pensando, digo, he ganado Wimbledon. Pego a la derecha, pam, passing paralelo, y se te cae el mundo encima. 2 points plus tard, Roger Federer remporte ce 4e set au tie-break, et là on se pose la question, tout le monde se pose la question, comment est-ce que Rafael Nadal va réussir à se relever de ça? Il a eu 2 balles de match, il a été si proche pendant un si long moment, et il y a peut-être là aussi les fantômes de la finale de Wimbledon 2007 qui vont toquer à la porte. Est-ce qu'il va réussir à se remotiver, se réactiver? Et c'est là que une grande partie de la légende de Rafael Nadal s'est écrite sur ce jour de juillet en 2008, car il a fallu rester fort. On va avoir une autre pause pluie à 2 partout, 40 sur le service de Roger Federer dans cette 5e manche, un Federer menaçant, un peu devant au point d'ailleurs dans le début de cette 5e manche. On se dit, hein, il a le momentum, il a passé l'orage du tie-break du 4e set, il va remporter ce 6e Wimbledon, c'est écrit, et surtout un revers ici, vous le voyez, hein, qui commence à faire mouche en plus, un peu à l'image de l'Australian Open 2017, donc ça commence à faire beaucoup pour Rafa Nadal. On va avoir une balle de break Federer à 4-3 pour lui. La réponse de Rafa, un énorme 1-2 conclu au filet. Il y avait grand danger sur cette séquence. 2 balles de break à 5 partout pour Rafa dans la 5e manche, suivi d'un ace et d'un gros revers de la part de Roger qui ne veut rien lâcher. Au niveau du service, on a senti que c'était Roger qui était devant sur la partie, mais Rafa va être intelligent, et ici par exemple un 2e balle, il va servir plein champ sur le coup droit de Roger qui avait anticipé. La nuit commence à sérieusement tomber sur Londres à ce moment-là. On est à 7 partout dans la 5e manche, et c'est le moment où Roger Federer va avoir 4 balles de break contre lui. Rafa qui va convertir la 4e, et c'est le revers croisé qui va faire la différence dans ce jeu, pas le coup droit monstrueux. Service à 8-7, et là on joue de nuit. Rafa qui va dire, je ne voyais pas la balle, je ne voyais plus rien, j'ai joué au hasard, et regardez cette séquence intéressante à 0-15, premier et unique service volé du match pour Rafael Nadal, comme quoi vous pouvez remporter Wimbledon avec un seul service volé dans la finale. Le match n'aurait pu s'arrêter sans un dernier coup de génie du maestro suisse avec un retour de revers magistral, regardez-moi ça, mais ce sera trop tard. 2e balle de match et un coup droit dans le filet. Rafa fauché par les émotions, premier Wimbledon remporté à 22 ans, et il arrive à battre le roi sur son territoire, ce que Roger ne fera jamais à Roland Garros. Rien que ça, hein. Donc une finale de Wimbledon 2008 épique, palpitante, du début à la fin. Dommage Roger sur le premier set qui était pas vraiment là, mais sinon on a un spectacle gigantesque, le tie-break du 4e set qui est mythique, la résistance de Roger, et puis finalement il va réussir à être devant au point, Rafa qui va s'accrocher, qui mentalement va essayer de rester au contact, qui va avoir cette mémoire, ce souvenir de Wimbledon 2007, aussi cette edge mentale qu'il a par rapport à Roland Garros 2008, et c'est un match, quand je l'ai revu là pour les besoins de cette vidéo, les mêmes émotions, c'est-à-dire les mêmes frissons.
t'es pris par les émotions, ça te prend à la gorge en fait. La fin du match, tu vois Rafa qui est fauché, tu vois Roger qui est détruit. Il y a une beauté qui est monumentale dans cette finale. Il y a quelque chose de grand, de très très grand. C'est un immense moment de sport. C'est une pièce de théâtre aussi quelque part. C'est pour ça que les best of 5, les matchs en 3-7 gagnants, j'ai tendance à les rapprocher de pièces de théâtre. Vous savez, les pièces de théâtre classiques, c'est en 5 actes, du Shakespeare, du Molière, etc. Et on a cette dimension-là dans ce match. On a les pauses pluie, on a le drame, on a les coups magiques, on a les apex dans le tie-break du 4e set. On a cette nuit, il y a tellement de moments en fait. Et on savait tous à l'époque, quand on a quitté ce match, on est allé se coucher, on était épuisés, on s'est réveillé le lendemain, on s'est réveillé le surlendemain, et c'est un match qui nous a pas quittés. On est allé au travail, on est allé à la fac, on est allé au lycée, ça nous a pas quittés. On y repensait. Ça, c'est des matchs qui vous habitent pendant longtemps. Cette finale de Wimbledon 2008, Roger qui va perdre là mais qui va récupérer son trophée l'année d'après aux dépens de Roddick qui méritait cette victoire en 2009 à mon sens. Mais on a quelque chose vraiment dans cette finale d'historique, c'est sûr. C'est la meilleure finale de Wimbledon, ou la deuxième après celle de 80 entre Borg et McEnroe. Ça, je vous laisse décider, ça dépend je pense un peu de la génération aussi. Mais je sais aussi que là je m'adresse à des personnes qui n'ont pas vu cette finale en direct. Je vous encourage à la regarder, parce que c'est la crème de la crème du Fédal, et c'est également la fin d'une ère, on le sait maintenant, on peut le dire, 2008 c'est la fin d'une ère à Wimbledon, parce que on le sait, alors dès 2002 on voit une finale Hewitt-Nalbandian qui est bizarre, parce qu'on a deux baseliners qui se retrouvent en finale de Wimbledon, alors qu'avant c'était exclusivement des attaquants qui dominaient ce tournoi. Ensuite c'est Roger qui a repris le flambeau entre 2003 et 2007, et là en finale de 2008, Rafa Nadal il remporte ce tournoi en ne faisant qu'un seul service volé. Il bat Roger Federer, un attaquant flamboyant, sur la baseline, en défendant. Les coups les plus incroyables, les plus iconiques de cette rencontre, c'est pas des volées plongeantes à la Becker, c'est pas des demi-volées à la Sampras, c'est pas des coups de poignet magiques à la McEnroe, non, c'est pas ça. Ce sont des passings, ce sont des coups défensifs, ce sont des mines de Nadal en coup droit. Donc cette finale, elle a marqué une rupture dans l'histoire du tennis, dans l'histoire de Wimbledon. Ensuite, on va avoir, dans les années 2010, une domination de Novak Djokovic sur ce tournoi, sur la baseline, en faisant peu de fautes, en mettant les barbelés. Même si paradoxalement c'est un immense match, un match légendaire, c'est aussi la petite mort de quelque chose. Alors, encore une fois, on n'a pas vu un Roger super offensif dans les deux premières manches, il n'y a pas eu non plus une multitude de services volés comme il avait pu le faire en 2003 et aussi un petit peu en 2004. Là, il a décidé d'être plus passif, plus sur la baseline, même si c'est lui qui commande les échanges, c'est lui qui a plus de volonté offensive dans son tennis. Mais sur cette finale 2008, il en a un tournant historique. Pour toutes ces raisons évoquées, ma note de cette rencontre, c'est un 10 sur 10, l'un des plus grands matchs de tous les temps, c'est une évidence, c'est dans le top 5, je pense qu'il y a la finale Borg-McEnroe 80, on a la finale de Roland-Garros 84 entre McEnroe et Lendl, on a peut-être cette Australienne 2012 entre Djokovic et Nadal, je vous laisse fouiller un peu pour votre top 5, mais il est certainement dedans, un match mythique, iconique, un vrai plaisir aussi d'en reparler avec vous. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous avez vécu cette rencontre, pour qui vous étiez à cette époque, si vous l'avez regardé, si vous ignoriez que ce match existait, peut-être que ça existe, des personnes comme ça. En tout cas, moi, c'était un énorme plaisir de couvrir ce match avec vous. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à pousser, à partager, à vous abonner. Il y a également un Utip pour encourager cette chaîne, parce que clairement pour l'instant on n'est pas sur un modèle économique qui fonctionne, malheureusement. Vous avez la possibilité de faire un don récurrent, ça c'est vraiment super important, ou un don ponctuel aussi selon vos capacités financières. En tout cas, merci à toutes et à tous, merci à tous les Utipeurs qui participent à ce projet, je vous embrasse. C'est pour vous aussi que je fais ça, que je fais ce type de vidéos, c'est parce que j'essaie de promouvoir le tennis sur YouTube, de vous donner aussi du contenu, je l'espère de qualité. On se retrouve la semaine prochaine pour un dernier, peut-être, épisode de ces matchs qui m'ont marqué. Ciao.